rebonjour à tous. Bienvenue en cette 12e émission de Prendre plaisir à l'informatique. Comme je vous ai indiqué à l'émission précédente, on va parler des systèmes de pare-feu et de la fragmentation, défragmentation. Donc, pour ce qui est de la partie des pare-feux, c'est une partie qui est assez délicate. Et oui, je vais l'expliquer. J'ai expliqué la base des pare-feux, le pourquoi des pare-feux, les pour et les contre, mais vraiment de façon compressée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais au moins que vous compreniez l'essentiel et en quoi ça peut vous impliquer d'utiliser un système de pare-feu ou de ne pas utiliser de système de pare-feu autre que celui qui est déjà à l'intérieur de votre système Microsoft Windows. Il y a un pare-feu à l'intérieur qui n'est pas nécessairement efficace. Et s'il le serait, s'il serait efficace à un point tel de ne jamais vous questionner, il ne laisserait rien passer. Un pare-feu, là, il faut que vous ayez l'image d'un mur de béton et d'amiante et d'acier qui est entre votre ordinateur et Internet. Ce mur-là doit être solide, mais il doit aussi être capable de laisser passer des choses qui ne représenteraient pas une menace, soit un comportement qui ne serait pas bizarre ou qui montrerait qu'il y aurait des risques. En réalité, c'est pour vous protéger. Un pare-feu, ça le dit, c'est un mur pour vous protéger du feu que de l'autre côté. Et c'est la même chose que l'histoire des... vous savez, l'histoire des... le petit cochon puis le méchant loup. Hein, il y avait... construisant leur maison, ils ont fini par faire une maison de briques parce qu'ils se sont rendus compte que le grand méchant loup soufflait fort et puis ça passait, ils pouvaient jeter leur maison à terre. C'est la même chose, là. Et là, si vous avez une maison en briques, c'est bien sûr que c'est solide, mais il faut aussi que vous soyez capable d'en sortir, parce que ça vous prend une porte quand même. Excusez. Et il faut quand même que vous puissiez rentrer ce que vous voulez ou non. Donc, le système de pare-feu. Il y en a déjà un d'inclus dans Windows. Comme je vous dis qu'il n'est pas très efficace. Il y a plusieurs pare-feux excusez, en version gratuite, et il y en a aussi en version commerciale. Le problème des pare-feux, c'est que vous devez prendre du contrôle sur votre machine selon ce que le pare-feu vous demande. C'est sûr que moins que vous avez de connaissances, et plus ça devient lourd d'utiliser un pare-feu qui serait plus intelligent, qui vous demanderait d'interagir en utilisant votre machine. Parce que le pare-feu va vous poser des questions, va vous avertir. Et vous devrez lire. Chaque geste que vous allez poser va solliciter l'intervention du pare-feu. Et plus le pare-feu est, mettons, professionnel, et plus il va vous demander d'agir. Et c'est ça le problème, c'est que vous devez savoir comment agir, vous devez savoir quoi répondre, vous devez savoir ce qu'il vous demande. Certains pare-feux vont vous indiquer via une fenêtre telle application, mettons, veut se connecter à Internet et il vous donne le nom de l'application. Si c'est une application que vous connaissez, vous dites, bon, bien, probablement que c'est légitime qu'elle veut se connecter à Internet. Donc, OK, on peut accepter, mettons, une fois. Oui, laisse-la se connecter. Dans certains cas, l'application qui veut se connecter à Internet, vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, vous devez faire des recherches. Vous notez ce qu'il vous demande comme application qui veut se connecter à Internet. Et vous allez sur Internet et vous faites une recherche sur Start Page et vous tapez le nom du dit logiciel. Et là, vous vérifiez, ça ressemble à quoi cette bébête-là? C'est qui veut se connecter pour
motif encore X, que vous ne savez pas. Dans certains cas, le motif est de voir, de vérifier justement si vous avez la dernière version du logiciel. Ce qui s'est passé dans l'émission précédente avec CCleaner. CCleaner savait, quand je l'ai ouvert, il s'est connecté sur Internet, en arrière-plan. Et il a vérifié l'édition du logiciel et s'est rendu compte que c'était l'avant-dernière version que j'avais. Donc, il m'a suggéré la dernière et de là, il m'a amené une place pour l'upgrader, l'acheter, et on a changé ça pour simplement mettre à jour. Fait que c'est, d'une façon, c'est légitime aussi que certains logiciels se branchent en arrière-plan. Et pour ça, ben, le trafic doit se faire de façon facile entre votre ordinateur et les logiciels et Internet qui est la source de vérification de ces logiciels-là pour voir s'ils sont à date. Sauf que c'est un couteau à deux tranchants. C'est clair que les logiciels dont vous ne connaissez pas les codes de fabrication peuvent être des logiciels légitimes et ceux qui sont derrière les logiciels, les gens qui les programment, peuvent être des gens très bien attentionnés, là. Sauf que, est-ce que vous voulez qu'ils viennent vérifier peut-être même plus dans votre ordinateur que vous ne savez carrément pas, finalement? Il y a du trafic. Il y a continuellement du trafic qui se fait. Et d'un sens comme de l'autre. Il y a possibilité aussi d'avoir des petits logiciels où est-ce que vous voyez, sans l'utilisation d'un pare-feu, le trafic entrant et le trafic sortant, même avec le nombre de kilobits ou de mégabits par seconde selon votre vitesse Internet. C'est des genres de petits logiciels bavards. Il y en a qui peuvent fonctionner aussi sur la température du processeur, hein, le cœur de la machine, à quelle température il fonctionne. Parce que bien souvent, les ordinateurs, c'est un peu des aspirateurs de poussière aussi. Fait qu'à un moment donné, bien, il peut se pacter, mettons, où il y a besoin de se faire nettoyer, se faire souffler ou nettoyer manuellement dans le cas d'ordinateurs qui sont possibles à ouvrir aussi. Là, une tour, c'est toujours plus facile qu'un portable. Et là, vous avez des indications de température qui peuvent être affichées sur votre bureau ou peu importe. Bref, il y a des millions, même des milliards de logiciels qui existent pour à peu près toutes les fonctionnalités possibles, tous les gadgets et jouets, tant que vous voulez. Sauf que c'est ça, ces logiciels-là doivent se connecter, pour la plupart, en arrière-plan et communiquer en réalité des données à partir de votre ordinateur à des serveurs ailleurs, où est-ce que l'éditeur du logiciel a stocké des systèmes aussi de robots qui analysent, parce que, excusez, c'est pas nécessairement un programmeur qui est assis, OK, je vais aller voir la machine de Mme Tremblay, voir si, non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est qu'aussitôt que vous exécutez le logiciel, que vous l'ouvrez, il y a une communication qui se fait. Fait que ça, c'est légitime et c'est aussi ambigu du fait qu'en système non libre, en système propriétaire, en système Microsoft, vous ne voyez pas les codes et vous ne savez pas en réalité ce qui se passe en arrière de votre dos. Si on parle de système Linux, vers quoi on va s'en aller tranquillement, pas vite, ça fonctionne aussi de la même façon. Les logiciels Linux doivent se mettre à jour. Et même votre système d'exploitation Linux, exemple, qui a 5 ans de soutien aux mises à jour gratuitement, et que là, il y a une nouvelle version, une nouvelle distribution qui est encore ce qu'on appelle une LTS, qui signifie Long Time Service. Donc, la communauté Linux assure encore, mettons, 5 ans pour cette nouvelle version. Vous n'êtes pas obligé de l'installer, mais à un moment donné, la version, au bout de 5 ans,
devient désuète. Et quand on fonctionne en système Linux, de toute façon, on veut toujours aller chercher tout ce qu'il y a de nouveau. Fait que quand on a un système depuis 5 ans, on a de la stabilité depuis 5 ans, puis on a du plaisir depuis 5 ans, souvent on ne veut pas trop changer. Il y a possibilité de ne pas avoir beaucoup de changements. Sinon, encore plus de rapidité, encore plus de stabilité en upgradant, le mot upgrade que je vous répète, mais gratuitement. Une nouvelle version rajeunie et toute pimpée, comme on dit. Là. Pimp my computer. Mais c'est la même chose en système Linux. Les logiciels sont vérifiés par des serveurs, sur des serveurs Linux, où est-ce que les codes sont entrés par les programmeurs Linux, et aussi les codes de fabrication sont visibles. Mais comme je vous ai expliqué à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de savoir les notes de musique, puis d'avoir appris la musique et d'avoir été au conservatoire pour être capable d'utiliser un système Linux. Okay? Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez. Mais il y a beaucoup de yeux qui observent justement la propreté des logiciels et des codes. Et en réalité, il n'y a aucun danger que les logiciels libres se branchent en arrière-plan pour vérifier si c'est vraiment la dernière version que vous avez, ou s'il y a des nouveaux apports de fait dedans, ou s'il y a des corrections de bugs, ou peu importe. Et ça vous est offert. Et là, ce qui est génial aussi en système Linux, c'est qu'il vous enlève la vieille version qui est devenue désuète parce que l'autre est améliorée, qu'il la nettoie et tout disparaît. Vous vous retrouvez avec une nouvelle version propre, fonctionnelle et avec des apports nouveaux, avec des petites surprises dedans qui fait que, ah ben oui, OK, à cette heure, j'ai ce bouton-là que je peux faire merveilleux. Oh, regarde, ils ont replacé l'interface qui fait que au lieu d'avoir 2-3 fenêtres pour l'exemple, un des bons exemples, c'est ce qui est en réalité comme l'équivalent de Photoshop, mais en Linux, qui s'appelle GIMP, G-I-M-P. Ce logiciel-là, on peut transformer son interface pour que ça soit comme un Photoshop. Mais à l'origine, il vient comme en 3 fenêtres. La fenêtre principale, les 2 autres fenêtres avec les outils, et ainsi de suite. Mais on peut tout réunir avec un simple bouton en une fenêtre. Fait que les gens qui étaient habitués de travailler avec Photoshop, par exemple, se sentent beaucoup moins dépaysés quand ils fonctionnent en système Linux et qu'ils fonctionnent avec GIMP. Fait que c'est toujours des apports qui doivent se faire. Autant Mac, c'est la même chose, sauf que Mac, vous avez moins de danger de ramasser une saleté, disons, sur Internet, parce que Mac se trouve à filtrer ce qui peut fonctionner en Mac et ce qui ne fonctionne pas en Mac. Et en réalité, c'est Apple qui a le contrôle de votre ordinateur et non vous. OK? Et ça, c'est aussi déplaisant que de ne pas avoir de contrôle en Microsoft, finalement. Et c'est pour ça qu'il y a un centre entre les deux, qui est logique, qui est pensé, qui est communautaire, qui est du Linux. Fait que, il y a des choses en Windows qui ressemblent à Linux parce que ça a été imité de Linux. Et il y a des choses qui sont en Mac, qui ont aussi, qui à la base est le même type de noyau que Linux, mais qui est au code fermé. Fait il y a un entre-deux. Et cet entre-deux-là, au fil des émissions prochaines, je vais vous montrer vraiment ce que c'est et vous allez voir que c'est assez étonnant. Fait que là, la partie des pare-feux, on va se risquer. Tu sais, prendre plaisir à l'informatique. Là, il faut aller sur Internet. Fait que les gars, là, checkez-moi, là. Checker mes navigations, j'ai pas envie de me mettre les pieds dans un plat. C'est ça que les gens se disent, là. On va prendre le risque. À un moment donné, il faut faire de quoi. On ne peut pas toujours juste craindre et rester paralysé, là. Parce que dans bien des cas, pour aller chercher quelque chose pour nous ajouter de la protection, bien, on peut tomber sur quelque chose pour nous l'enlever. Bon, bienvenue dans la protection web d'Avira. Ça, c'est la dernière fois qu'on avait installé et le fait que j'aurais démarré le navigateur. Je peux faire
là, il me le pop, là. Là, je peux faire la visite et là, il explique. Mais mettons qu'on le fait. On fait une petite visite courte, là. Conseiller en sécurité. Conseiller en sécurité des sites Internet. Vous pouvez désormais avoir en un coup d'œil si le site Internet est sécurisé, blablabla, ainsi de suite. Suivant. Fait que là, vous pouvez lire ça, là, si vous voulez. Mais on ne le lira pas comme c'est là. Et il semble me dire, oui, c'est ça, regardez ici, il y a une nouvelle petite patente qui vient d'apparaître là. Pas très stable, on dirait. OK. Il faut être, et la souris sensible, elle est vraiment, là. Site Internet sécurisé. Fait qu'il y a 0 dispositif de suivi là-dessus. Fait que c'est une indication là, qui peut être le fun avec Avira. Fait que, il vous dit, hey, inquiète pas, là, je suis là. Je check, là. Je check. On te laissera pas faire, là, on t'abandonnera pas. Là. Tu sais, c'est le fun. Mais c'est ça. C'est que, vous voyez, juste au mouvement de la souris, il faut juste la pointer à la bonne place. Fait que là, il va nous accompagner. C'est un accompagnateur de nos navigations. Pour certains, il y en a qui pourraient dire, ben, je suis obligé qu'il sache partout ce que je vois. Ben, si tu veux qu'il te protège, mettons, c'est comme un bodyguard dans ton dos. Tu sais, là, oui, il peut te suivre, là, puis il t'accepte qu'il te suive. Bon, ben, OK. Mais là, on veut un pare-feu. Fait qu'on va taper pare-feu, simplement comme ça, entrée. Donc là, il va nous suggérer plein de choses. Encore, il faut vérifier. Web of Trust va bien nous indiquer aussi, regardez les points verts, là. Où aller, où pas aller. Là. Fait que pare-feu gratuit, zone alarme, activer et désactiver le pare-feu de Windows, configurer le pare-feu pour autoriser Firefox à accéder, ainsi de suite. Vous voyez ici, documentation Ubuntu francophone, ça c'est du GNU Linux, parce qu'il y a un système de pare-feu en Linux, mais d'une intelligence assez incroyable que lui ne nous demande jamais rien. Il sait ce qu'il a à faire. C'est du pare-feu professionnel, vraiment, mais en Windows, on ne trouve pas la même qualité à part de payer cher ou d'avoir même un pare-feu physique, une machine à côté de votre machine qui, elle, filtre tout ce qui entre et qui sort, tout le trafic, et qui doit aussi être intelligente et updatée continuellement. Fait que là, ce qu'on va faire, on va chercher, regardez bien, meilleur pare-feu. Meilleur pare-feu, puis on va spécifier que c'est pour Windows. Bon, Top 10 Windows Protection ici, meilleur pare-feu résolu, c'est sur commentsamarche.net, quelqu'un a posé des questions. Comparatif des firewalls, firewall qui est le terme anglais pour pare-feu. Ainsi de suite. Les 8 meilleurs pare-feux gratuits. Choisir, installer un antivirus et un pare-feu. Finalement, vous pouvez faire pas mal de lectures, mais on me dit on va y aller simplement. Commentsamarche.net, c'est un site d'entraide informatique, dont une partie où est-ce qu'il y a un forum sécurité, virus sécurité. Ils savent quand même ce qu'ils disent. Parce que j'ai collaboré très longtemps aussi avec ce site-là. J'ai aidé des milliers de personnes via ce site-là. Et les réponses sont pertinentes. Et quand ils ne sont pas, les administrateurs se chargent de nettoyer ils peuvent même barrer les IP de ceux qui répondent des absurdités finalement pour envoyer dans le champ plutôt que de guider les utilisateurs qui utilisent le forum. Et ça, c'est bien fait, c'est bien tenu. Il y a beaucoup de contrôle sur ce site-là. Fait qu'il me parle ici, vous voyez, il semble être en priorité numéro 1, Comodo Firewall. Fait que c'est Comodo qui s'appelle. J'ai recommandé longtemps aussi Comodo. Et Comodo fonctionne très bien. C'est un des pare-feux les plus efficaces qu'il y a.
il est en version gratuite. Et, sauf que il est important de ne jamais utiliser 2 antivirus sur la même machine. Donc, il y a une version de Comodo qui peut arriver avec un antivirus inclus. Et on n'a pas besoin vu qu'on a déjà Antivir d'installer. Je vais télécharger Comodo. Il me dit qu'il est en cours. Il est en cours, mais c'est pas vite. Ça prend du temps. Ça bouge pas. Donc, je vais y aller sur télécharger ici. Et voilà, là, ça bouge. Donc, c'est CFW, Comodo Firewall Installer.exe. Je vais enregistrer le fichier. Et là, le téléchargement, vous pouvez le voir à partir d'ici, votre téléchargement, où est-ce qu'il est rendu, à mesure qu'il avance. Et vous voyez, là, il me dit qu'il en reste pour 1 minute 42. Si la vitesse se maintient à ce qu'elle est actuellement, et ça peut varier continuellement parce qu'il y a des fluctuations de vitesse aussi via Internet. Il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, quand ils utilisent Firefox, c'est qu'ils voient arrêter l'avancement du fichier. Quand l'avancement du fichier est complété, que le téléchargement est complet, il y a possibilité de cliquer directement sur cette fenêtre-là, directement sur elle, sans aller sur votre bureau. Vous pouvez l'exécuter à partir du navigateur directement. Mais ça, je ne le recommande vraiment pas avec un système Windows. Parce que là, vous, comme toujours, vous devez vous assurer que ce n'est pas n'importe quoi que vous venez de télécharger. Il faut vérifier la propreté de ce logiciel-là. Et si vous l'exécutez directement, trop tard dans bien des cas. C'est une des raisons principales pourquoi Internet Explorer est vecteur d'infection à un aussi grand niveau, c'est qu'il vous offre la possibilité d'enregistrer le fichier, mais en deuxième option. Et en première option, il vous offre la possibilité d'exécuter directement sur le navigateur. Et ça, c'est mortel, là. C'est comme, je crois que je vous l'ai déjà expliqué, j'ai une aiguille dans ma main avec une seringue et je dis, toi, tu as besoin de ça, puis donne-moi ton bras, je vais te l'injecter. OK, non. À un moment donné, j'ai-tu besoin vraiment de ça? Et puis, c'est possible que moi je le fasse ou que je décide que non, je ne veux pas. Hein? Je veux commencer par faire vérifier le contenu de la seringue. Toute une question de confiance. Mais à un moment donné, confiance via Internet, c'est la dernière chose qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance, vous risquez moins d'avoir des surprises. Donc, je n'exécuterai pas directement sur le navigateur, même si la provenance du logiciel, le lien vient de commentsamarche.net, qui est un site propre quand même. Mais commentsamarche.net, le lien qu'il me donne est vérifié de l'éditeur, normalement, mais je ne le vois pas comme c'est là. Ils ne m'ont pas envoyé sur la page de Comodo. Donc, je ne prends pas de chance avec ça, moi. Là, je pourrais l'exécuter à partir de là. Je ne le fais pas, même que je ferme le navigateur. Donc, il est ici. Clic droit encore, et là, je vais le faire vérifier avec l'antivirus qui est Avira Antivir. Donc là, il va scanner le fichier qui est quand même assez volumineux. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le réflexe de tasser ici, là, ma fenêtre, parce qu'il peut aussi bien en avoir une autre qui m'apparaît en arrière, comme dans l'émission précédente, que je ne vois pas. Et je peux passer la journée, la nuit, le mois, l'année et les 15 prochaines années à attendre que ça bouge. Parce qu'il y a une petite fenêtre micro qui s'est allée se cacher en arrière, qui n'a pas eu l'intelligence de se mettre en avant par-dessus elle. Donc, ici, il m'a dit que le fichier est propre, que ça va. Je pourrais voir le rapport de ce qu'il a scanné dans le fichier.
mais ça ne vous sera pas vraiment utile. Donc, ici, je vais pouvoir exécuter Komodo, ce qu'on va faire en début de la prochaine émission. Fait que merci beaucoup de votre attention. Bonne journée.